Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui un numéro un petit peu spécial parce que je n'ai pas Olivier Mouton devant moi mais un invité de marque, Bruno Coleman, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bien sûr économiste et on va aborder un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, c'est la fameuse taxe des patrimoines d'Ivan Verhofstadt. Alors on sait bien, elle a fait sortir de ses gonds Fabien Pinkaerts, des entrepreneurs les plus importants, sinon le plus important du sud du pays. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à cette taxe qui a été peut-être mal ficelée ? Je pense qu'elle a été formulée de manière un peu improvisée et irréfléchie. Maintenant, le fait que la taxation doive se déporter du travail vers le capital ou les revenus du capital, c'est le sens de l'histoire. D'accord. Et donc, il y a un fondement idéologique qui est tout à fait compréhensible. Le problème, c'est que quand on taxe le capital, d'abord, il faut un cadastre de fortune, parce que certains peuvent être investis en actions, en obligations, mais être locataires de leur logement, tandis que d'autres sont sécurisés par un grand logement, mais par pas d'épargne. Donc, on doit être capable de faire un cadastre des fortunes, de défalquer les dettes éventuelles, les dettes hypothécaires, par exemple, que quelqu'un a pu contracter, et en fonction de ça, taxer, le cas échéant, donc le patrimoine. Le problème, c'est que quand on taxe le patrimoine, il faut que ce capital rapporte quelque chose. Donc, paradoxalement, il faut que le capital dégage des revenus et que ces revenus puissent permettre de payer l'impôt sur le capital lui-même. Et c'est le problème qui a été posé par le patron d'Odoo, parce qu'il y a une entreprise qui vaut sur papier une dizaine de milliards, mais par contre, cette entreprise est en perte actuellement, ne génère aucun dividende, et donc il n'aurait pas de revenus suffisants pour payer la taxe. Donc, quelque part, vous faites la distinction entre le rentier et l'entrepreneur. Oui, ça va même plus loin que ça, parce que d'abord, il y a l'épargnant prudent qui veut garder pour sa retraite un capital qu'il va devoir manger au fil de l'eau. D'accord. Il y a le rentier diversifié qui, lui, peut contribuer, mais l'entrepreneur, lui, est concentré dans son investissement, souvent s'empêche de recevoir la moindre rémunération, et donc on va essayer de capter un capital qui est sur papier, mais sans la moindre réalité monétaire. Et donc, on peut tout imaginer, mais on doit le faire de manière structurée et surtout globale, et malheureusement, inclure l'immobilier. Parce que l'immobilier et le patrimoine mobilier, ce sont des choix de convenance personnelle, de protection individuelle, qui doivent être modulés dans ce genre de réflexion. Oui, d'accord. Et on voit, en entendant, il y a pas mal de personnes qui tombent sur Fabien Pinkaerts. Alors, il ne faut pas regarder les réseaux sociaux, parce qu'on y voit des choses pas toujours jolies. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une tension là, qui est palpable. Du côté, oui, on l'appelle la classe moyenne. Vous avez écrit une chronique sur Trends Tendance, où selon vous, en fait, elle ne croit plus ce qu'on lui raconte. Il y a un ras-le-bol que vous percevez aussi. Expliquez-nous. Écoutez, je ne suis pas le seul à le penser. J'entends autour de moi une crispation que je vais quasiment qualifier de sociétale. Certes, j'entends plus les cercles francophones que néerlandophones. Ce qui se passe, c'est plusieurs choses. D'abord, la plupart des promesses électorales qui ont été formulées n'ont pas été respectées. La baisse d'impôts promise, notamment par le MR, on ne verra pas grand-chose et ce sera largement compensé par d'autres impôts. Mais il y a en fait le problème de l'État social. En fait, l'État social, c'est quoi ? C'est pas simplement le fait que les actifs payent pour les inactifs, plus âgés ou plus jeunes d'ailleurs, c'est le fait qu'on partage des biens communs, l'éducation, les soins de santé, la sécurité dans les villes par exemple, et ces biens communs, en fait, on les mesure très difficilement. Et à force d'avoir concentré le débat sur les chômeurs contre les travailleurs, on a réduit le débat à une sorte de violence, de strate sociale, les personnes qui travaillent considérant qu'elles payent trop d'impôts pour les personnes qui sont inactives, et les inactifs s'insurgeant contre le fait que les personnes ont trop de patrimoine. Et donc on est en train de réduire un débat à une sorte de nervosité, voire d'exaspération. Et ça induit d'ailleurs un autre élément, c'est que le consentement à l'impôt commence à baisser. Donc les gens ne veulent plus payer d'impôts, veulent faire une sorte de sédition par rapport à l'État, alors qu'en réalité, ils bénéficient d'une quantité de biens publics gigantesque. Et qu'il manque peut-être aussi un aspect plus positif, cette coalition Arizona. Aussi, vous évoquez souvent, au travers de différentes interviews, qu'il faudrait en Belgique un gros Big Bang fiscal. On a l'impression que dès qu'on réforme l'impôt en Belgique, c'est pour aller vers plus de complexité. Vous, de manière succincte, mais quelle serait finalement votre réforme fiscale idéale ? Vous en avez un peu évoqué au début de ce podcast. Je crois qu'il faut revenir au fondement de la véritable réforme fiscale, celle de 1962. C'était il y a longtemps, mais cette réforme avait été soigneusement pensée. J'ai d'ailleurs les travaux préparatoires, ce sont vraiment des livres entiers de réflexion qui ont été commis. Et en fait, c'était basé sur le fait que le capital et le travail devaient conjointement contribuer au financement de l'État. Comment ? En globalisant les revenus. Et aujourd'hui, il n'y a plus que le travail qui est soumis à un impôt progressif, alors que les autres revenus, par exemple le revenu mobilier, sont taxés de manière particulière. Ouais. Donc on devrait reglobaliser, sans doute taxer les loyers réels. Donc c'est-à-dire en fait donner un projet fiscal qui suscite l'adhésion de la population à manière telle que chacun
et la certitude qu'il paye selon la réalité de ses revenus. Aujourd'hui, il y a une telle dissension sociale qu'on a l'impression qu'on paye pour les autres et que les autres ne payent pas assez pour soi-même. Oui, c'est ça. Il y a un contrat social quelque part qui est rompu. Alors un autre dossier qui est un petit peu lié en fait parce que ce sont des discussions budgétaires dont on parle ici à l'été qui seront fortement compliquées. C'est la vente de la banque Belfius, mais surtout une idée de la fusion avec le groupe Ethias Assureurs. Cette idée, elle émane de Georges-Louis Boucher. Le président du MR, lui, il y voit une possibilité de créer quelque part un géant, une banque assurance qui pourrait regarder dans les yeux des acteurs étrangers. Mais vous estimez que cette stratégie, et vous y connaissez, puisque niveau bancaire et niveau assurance, ce sont dans vos précédents métiers, vous pensez que la stratégie n'est pas optimale, on va dire ça? Non, je crois que c'est une idée qui appartient au passé et que, si tant est que de manière théorique elle soit intéressante, elle n'est pas fondée. Deux choses. D'abord, on va ouvrir le capital de Belfius, 20%, à des minoritaires. Je ne sais pas qui seront ces minoritaires. Ce qui m'a fort étonné, c'est que le gouvernement ne veut pas d'autres banques. J'aurais pu penser qu'ouverture du capital de Belfius, ça allait être avec d'autres banques belges ou étrangères, de manière à constituer l'amorce d'une consolidation. Et on sait que le marché bancaire européen doit faire l'objet d'une consolidation. Ça, c'est la première chose. On va avoir des minoritaires qui n'auront pas grand-chose à dire, donc peut-être des fonds d'investissement, peut-être des fonds de pension. Mais des riches familles belges, on a évoqué aussi. Oui, bien sûr, mais qui va investir 50 millions sans avoir la moindre capacité d'influer sur la stratégie de Belfius? Tout ça reste à démontrer. Mais prenons maintenant le cas de Belfius et d'Ethias. On a une banque assureur et un assureur qui sont dans des marchés quasiment saturés et donc des marchés au sein desquels les parts de marché ne peuvent pas significativement augmenter. Ce qui veut dire que si on rapproche ces deux entreprises, la seule économie tangible, ça va être au niveau des coûts. C'est-à-dire, on fait des économies d'échelle, ce qui veut dire perte d'emploi, évidemment, mais surtout un processus d'intégration qui va durer 10 ans. Vous savez, moi, j'ai vécu 2 rapprochements bancaires. BB et l'ING, Petercam et De Groof. J'ai d'ailleurs été patron de Groof Petercam. Ça a mis 10 ans dans les deux cas. Et donc, ce qui veut dire que toute l'attention du management est en fait centrée sur le rapprochement. Imaginez maintenant que Belfius ouvre son capital à des tiers. Donc des gens vont rentrer dans le capital de Belfius et vont se rendre compte que tout le management est en fait centré sur un rapprochement avec un assureur, sans savoir quel sera le point d'atterrissage, la gouvernance. Donc on doit absolument séparer ces deux opérations. Et moi je suis convaincu que Ethias doit absolument rester indépendante, parce que c'est une entreprise qui est très agile, très bien gérée, autonome, et qu'en fait si on l'alourdit en créant un géant belge, dont d'ailleurs on ne voit pas très bien le fondement, puisqu'on a déjà 2 entreprises importantes par elle-même, eh bien on va tout à fait alourdir la structure et à mon avis rendre la stratégie beaucoup moins claire. Mais l'un des points de Georges-Louis Boucher qui nous a expliqué au travers d'une interview, c'est que le marché est quelque part saturé pour Belfius, que la possibilité d'augmenter, de croître encore est limitée, et qu'il faudrait un rapprochement pour, élever ses missions. Mais selon vous, il faudrait plutôt une consolidation bancaire, on a parlé au niveau européen, mais peut-être aussi au niveau belge, plutôt que de lier des activités d'assurance qui sont... Mais le marché de l'assurance, surtout en ce qui est non-vie, est quasiment saturé en Belgique aussi. Le marché de l'assurance-vie ne l'est pas. Mais donc, ce qui veut dire que si vous rapprochez ces deux acteurs, c'est pas au niveau des recettes qu'on va créer des synergies. Il n'y aura pas plus de revenus en plus, ou de manière tout à fait infime, c'est au niveau des coûts. Donc ça veut dire que toute la rancœur qu'un rapprochement, une fusion peut générer, va se concentrer sur le fait qu'il y aura de grands licenciements, qu'il y aura des économies d'échelle informatiques qui durera longtemps. Donc finalement, non. Vraiment, j'ai été très surpris par le fait que le gouvernement ne permette pas à un acteur bancaire étranger de rentrer. Ça aurait pu être un Français, un Allemand, avec des participations réciproques entre, par exemple, Belfius et cet acteur étranger, ou même belge, comme ça a été évoqué, pour créer un champion, mais dans sa catégorie, qui est essentiellement la banque. Et d'ailleurs, Dexia, qui était en fait l'ancêtre de Belfius, était fondé sur un projet binational, français et belge, avec des fortunes bien sûr un peu diverses suite à la crise des subprimes, mais c'est un projet qui avait beaucoup de sens. Donc on aurait pu réamorcer ce genre de processus. Le gouvernement n'en veut pas, et donc il va attirer des investisseurs passifs. Alors on parle aussi beaucoup du fonds CVC, enfin CVC... a une histoire avec la Belgique, parce que CVC a détenu à un certain moment la moitié de la Poste, et quand il a voulu céder ses parts, on n'a pas trouvé d'acquéreur pour CVC, la Poste a été mise en bourse, et en 10 ans, le cours de bourse a perdu 90%. Ce sont d'autres situations, d'autres raisonnements, mais ça montre quand même que croire que la poule aux œufs d'or est toujours devant nous, c'est une erreur. Mais quelque part, là, je me fais peut-être l'avocat du diable, dans la tête de Georges Boucher, il y a cette volonté de garder un pouvoir décisionnel en Belgique.
que ça soit à travers d'une banque forte et d'un assureur fort, et de ne pas le diluer avec des acteurs étrangers. Mais peut-être que les défis sont européens alors, et pas simplement belges. On sait quand même que Belfius est quand même lié à beaucoup de communes en Belgique, beaucoup d'investissements locaux. Ouais. Mais quand vous ouvrez 20% de votre capital, d'abord vous restez belge, pour commencer. Dans la zone euro, il est logique d'avoir des consolidations transnationales, ça a beaucoup de sens. Et d'autre part, créer comme on veut un géant belge, mais on a déjà 2 entreprises qui sont gérées par l'État. Donc finalement, la valeur ajoutée me semble extrêmement limitée. Il faut faire vraiment attention, je pense, parce qu'on ne peut pas gérer une banque, une assurance. Le fait est que j'ai dirigé banque et assurance de manière politique. Donc quand Georges Boucher dit si on n'est pas d'accord de rapprocher Ethias, je vote contre l'ouverture du capital de Belfius, ça veut dire que même l'ouverture du capital de Belfius devient politisée. Or, on parle d'un autre débat. On doit parler ou bien d'un objectif budgétaire, 2 milliards, ou bien d'un projet industriel, mais on ne peut pas gommer l'un et l'autre au profit du fait qu'une fusion avec un assureur belge n'est pas accomplie. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que le timing est quand même pas terrible, quand on veut vendre 20% des parts et avoir 2 milliards d'euros, et qu'on vient mettre dans les pattes un dossier qui est lié à l'assurance. Pour l'investisseur qui veut investir dans Belfius, il ne doit pas comprendre grand-chose. Mais c'est désastreux, parce que déjà, quand vous vendez une participation minoritaire ou à des minoritaires, il y a ce qu'on appelle une décote de minoritaire. En fait, il va payer 20% de moins que ce que vaut l'entreprise par rapport à un majoritaire qui la contrôle. Si en plus l'image est floutée, parce que vous achetez des parts de Belfius sans savoir quelle sera l'opération de Belfius par rapport à Ethias, vous créez un facteur d'incertitude qui va encore décoter le prix. Sauf si l'acquéreur des 20% de Belfius avait été une institution financière qui se serait dit, non seulement il y a Belfius, mais derrière il y a Ethias. Et là, ça aurait pu avoir un certain sens. Il y aurait une certaine linéarité dans le projet. Mais comme le gouvernement ne veut justement pas de banque ou d'assureur dans le capital de Belfius, on arrive à un imbroglio invraisemblable. Merci Bruno Coleman d'avoir accepté notre invitation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.